Donc, première partie de la lecture. Donc, 1, visée politique. J'ai calculé, vu que ça commence à la page 9 et que ça finit à la page 153, il y a 145 pages. Donc, c'est un petit peu plus long que l'amant, mais c'est plus court que Gouverneur de la Rosée. Oui, aussi un autre truc avant de commencer. J'ai troqué mon manteau orange d'hiver pour ma veste de cuir de printemps, en espérant que vous trouvez ça stylé. Pas que j'en ai quelque chose à foutre, mais vous allez le voir longtemps, surtout pendant cette lecture-là. Je préférerais vous le dire tout de suite. Donc, pour commencer, visée politique, c'est de la page... J'ai mon petit papier, vous inquiétez pas. Page 9 à 44. Je vais garder ça. Voilà. Donc, 1. Visée politique. Tu n'es rien d'autre que ta vie. Jean-Paul Sartre, Huis clos, 1944. Je la connais cette phrase, je l'ai lu, Huis clos. Je ne l'ai pas lu, mais je l'ai lu. Ce printemps-là, alors que ma vie était très compliquée, que je me rebellais contre mon sort et que je ne voyais tout bonnement pas vers quoi tendre, ce fut, semblait-il, sur les escalators de gare que je pleurais le plus souvent. La descente se passait bien, mais quelque chose dans mon immobilité et le mouvement ascendant provoquait cette réaction. Comme surgi de nulle part, les larmes coulaient de mon corps et le temps que j'arrive au sommet et sente le souffle du vent, je devais vraiment prendre sur moi pour arrêter de sangloter. À croire que la vitesse de l'escalator m'entraînant dans son ascension était l'expression physique d'une conversation que j'entretenais avec moi-même. Les escalators qui, dans les premiers temps de leur invention, ont été reconnus sous le nom d'escalier roulant ou escalier magique en Angleterre, s'étaient mystérieusement transformés en zone dangereuse. Désolé pour la police, c'est hors de mon contrôle. Je m'assurais de ne surtout pas manquer de lecture lors de mes déplacements en train. C'était bien la première fois de ma vie que j'étais contente de lire des rubriques sur les problèmes de tondeuse du journaliste. Quand je n'étais pas absorbé dans ce genre de choses, qui revenait pour moi à me faire tirer dessus avec un fusil hypodermique, je retournais sans cesse au court roman de Gabriel Garcia Marquez, De l'amour et d'autres démons. Ok, la police, on peut se calmer, s'il vous plaît. Putain, je suis désolé, mais c'est chiant. De tous les personnages aimés ou délaissés qui rêvent et complotent depuis des hamacs sous le ciel bleu des Caraïbes, le seul qui m'intéressait vraiment était Bernarda Cabrera, l'épouse volage d'un marquis qui n'attend plus rien ni de la vie ni de son mariage pour échapper à cette existence. Bernarda Cabrera découvre le chocolat magique de Oaxaca grâce à l'esclave qui lui sert d'amant. On parle encore d'amant ici. Et entame une vie en proie au délire. Adonnée à la consommation de cacao et de mélasse fermentée, elle passe la plupart de ses journées nues, étendue à même le sol de sa chambre, vaincue par les fulgurations létales de ses flatulences. Damn. Le temps que je descende du train et fonds dans l'âtre ces escalators qui m'invitaient manifestement à lire en moi, à un moment où j'aurais préféré lire toute autre chose, j'envisageais Bernarda comme un modèle à suivre. Petite info, dans le dernier film que j'ai vu en espagnol, le 9, c'était un truc à Bernarda, La Casa de Bernarda Alba. Et c'est un des pires films que j'ai jamais vu, fait que je ne vous le recommande pas. Si vous avez lu ma critique Letterboxd, vous le savez. Mais je vous préviens, si vous voyez un film qui s'appelle La Casa de Bernarda Alba, qui date des années 80, ne le regardez pas. À part si vous aimez les films de merde, mais bon, c'est étrange, j'aime les films de merde. Bref. Je sus qu'il était temps d'agir la semaine où je serais planté dans la salle de bain à fixer du regard un poster intitulé « The Skeletal System ». On y voyait un squelette humain avec des organes internes, mais ainsi que le nom des os en latin. Mais je lisais toujours le titre de travers pour le rebaptiser « The Societal System ». J'ai pris une décision. Ces escalators étaient devenus des machines douées d'une ardente émotivité, un système me conduisant vers des lieux où je ne voulais pas me rendre. Pourquoi ne pas acheter un billet d'avion pour un lieu qui m'attirait vraiment? Ah oui, j'ai pas dit, ça date de... Quelle année? De 2013. Le livre date de 2013, donc il est plutôt récent. Il date de 11 ans. 3 jours plus tard, je glissais mon ordinateur portable, preuve que c'est récent comme roman, flambant neuf dans sa housse et m'envolais pour Palma de Majorque, assise à la place 22C, côté couloir.
Pendant le décollage, je m'aperçus qu'être échoué entre ciel et terre revenait plus ou moins à emprunter un escalator. L'homme qui avait eu le malheur d'être placé à côté d'une femme en pleurs ressemblait à un ancien militaire passant désormais sa vie à la plage. J'étais heureuse que mon compagnon de vol à bas cou soit un type costaud aux larges épaules carrées et au cou épais, rayé de zébrures laissées par les coups de soleil, mais je refusais la moindre tentative de réconfort. En fait, mes larmes le précipitèrent dans une frénésie d'achat proche du coma tantrique parce qu'il fit signe à l'hôtesse de l'air et commanda 2 canettes de bière, une vodka coca, un tube de Pringles, un jeu à gratter, un ourson rempli de mini-bars chocolatés, une montre suisse en promotion, puis il demanda à l'équipage si la compagnie aérienne proposait l'un de ces concours où l'on pouvait gagner des vacances gratuites par tirage au sort. Le militaire bronzé me fourra l'ourson dans le nez et dit « Tenez, ça va forcément vous remonter le moral », comme si l'ourson était un mouchoir avec des yeux en verre cousus dessus. Quand l'avion atterrit à Palma à 11h du soir, le seul chauffeur de taxi, prêt à m'emmener dans les montagnes par les routes escarpées, était peut-être aveugle parce que des nuages blancs flottaient sur ses 2 yeux. Dans la file, personne ne voulait admettre craindre un accident, mais tout le monde s'était écarté au moment où il se garait derrière les autres taxis. Après négociation du prix, il se débrouilla pour conduire sans regarder la route, les doigts sur les boutons de la radio et les yeux rivés sur ses pieds. 1 heure plus tard, il engagea sa Mercedes sur une route étroite bordée de pins, dont je savais qu'elle était beaucoup plus longue qu'il n'y paraissait. Il parvint à gravir la moitié de la pente avant de hurler « No, no, no !» et de stopper brusquement le véhicule. Pour la première fois de tout le printemps, j'ai envie de rire. On restera ainsi dans le noir, un lapin courant à travers l'herbe, sans qu'aucun de nous sache quoi faire ensuite. J'ai fini par lui donner un généreux pourboire pour sa conduite si imprudente et j'entamai la longue remontée du chemin obscur dont je me souvenais vaguement qu'il menait à l'hôtel. L'odeur de feu de cheminée provenant des maisons en pierre plus bas, les cloches des moutons en train de brouter et l'étrange silence qui venait s'intercaler entre chaque son de cloche me donnèrent soudain envie de fumer. J'avais arrêté la cigarette depuis longtemps, mais à l'aéroport, j'en avais acheté un paquet de marques espagnoles avec la ferme intention de reprendre. Ah, maintenant, je n'étais pas sûr c'était où Majorique, mais c'est en Espagne. Je m'installais sur un rocher humide, abrité par un arbre légèrement en retrait du chemin, coinçant mon ordinateur entre mes tibias et m'en allumais une sous les étoiles. Fumer des cigarettes espagnoles, bon marché à l'arrière, goût de vieilles chaussettes sous un pin, était tellement mieux que de lutter pour ne pas partir à volo sur des escalators. J'ai l'impression que vu que c'est plus récent, on a des mots plus modernes, donc c'est plus facile à lire. De certaine façon, ils étaient réconfortants d'être littéralement perdu puisque je l'étais déjà dans tous les autres domaines de ma vie. Et à l'instant où je me disais qu'il me faudrait peut-être passer la nuit dehors, j'entendis quelqu'un crier mon prénom. Plusieurs choses se produisirent simultanément. J'entendis quelqu'un sur le chemin, puis je vis les chaussures rouges d'une femme qui s'avançait vers moi. Elle hurla mon prénom une fois de plus, mais pour une raison inconnue, j'étais incapable de faire le lien entre lui et moi. Soudain, j'avais le faisceau d'une lampe torche braquée sur le visage, et quand la femme me vit assise sur le rocher abrité par l'arbre en train de fumer une cigarette, elle dit « Ah, vous voilà !» Son visage était d'une pâleur choquante, et je me demandais si elle était folle. Puis je me souviens que c'était moi la folle, parce qu'elle essayait de me faire me lever de mon caillou posé sur la crête d'une montagne, vêtu comme pour aller à la plage par une nuit où la température était tombée en dessous de 0. Je vous ai vu entrer dans la forêt. Je crois que vous êtes perdu, hein? J'acquiesçais, mais j'ai dû avoir l'air déconcerté car elle ajouta « Je suis Maria ». Maria était la propriétaire de l'hôtel et elle avait l'air beaucoup plus vieille et triste que de mon souvenir. Elle pensait sans doute la même chose de moi. « Bonsoir, Maria », je me levai. « Merci d'être venue me chercher. » On se dirigea en silence vers l'hôtel et avec sa lampe torche, elle désigna le virage où j'avais raté le chemin comme une détective privée amassant les indices de quelque chose que ni elle ni moi ne pouvions comprendre. Les gens qui séjournaient dans cette pension, c'est en italique, c'est écrit en espagnol, veulent des choses précises. Décidément, 2 romans que je vous lis sur 3, il y a de l'espagnol dedans. Bon, pension, c'est quand même facile. Les gens qui séjournent dans cette pension veulent des choses précises. Un endroit tranquille près des vergers d'agrumes et des cascades, de grandes chambres à un prix abordable, un endroit calme où se reposer et réfléchir. Pas de mini-bar ni de télévision, pas de bouilloire, pas de room service. Elle ne figure dans aucun guide touristique. Seule la bouche à oreille lui permet de faire le plein de clients en saison.
Lors de mon premier séjour, j'avais une vingtaine d'années et je tapais mon premier roman sur une machine à écrire, Smith Corona, que je rangeais dans mon tête d'oreiller. Oui, j'ai appris il n'y a pas longtemps que c'était pas une tête d'oreiller, mais une tête d'oreiller. J'ai peut-être appris quelque chose. J'étais amoureuse quand j'y reviens à la fin de la trentaine et j'avais avec moi ce qu'on appelait alors un ordinateur transportable. Un PC, quoi. Un portable computer. J'avais dû acheter un sac spécial, un long rectangle bien rembourré avec de petits compartiments destinés à la souris et au clavier. J'en étais très fier et j'en étais encore plus fier d'être capable de l'installer dans n'importe quelle chambre d'hôtel avec la rallonge achetée à l'aéroport. L'après-midi brûlant doux, où je transportais mon ordinateur transportable, mais très lourd, jusqu'au sommet de cette montagne, en plus de tous mes autres bagages. J'étais en robe courte de coton bleu et chaussures de marche en daim, et aussi heureuse qu'il est possible de l'être. Quand le bonheur est là où on a l'impression de n'avoir rien connu avant, le bonheur est une sensation qui ne connaît que le présent de l'indicatif. J'aimais être seul en sachant que j'allais retrouver mon chéri, le grand amour de ma vie. Je lui téléphonais tous les soirs d'une vieille cabine à côté de la pizzeria, serrant la poignée de pièces de 100 pesetas moites qui reliaient nos deux voies, insérant la monnaie dans la fente, croyant que l'amour, le grand amour, était la seule saison que je connaîtrais jamais. Si l'amour s'était transformé en autre chose, en une chose que je ne reconnaissais pas, la terrasse en avant de la pension, avec ses tables et ses chaises sous les oliviers, n'avait pas changé d'un iota depuis mon dernier passage. Tout était pareil. Le carrelage peint au sol, les lourdes portes en bois qui s'ouvraient sur l'antique palmier de la cour. Le piano à queue bien époussetée qui se dressait majestueusement dans la grande salle. La pierre froide des murs épais blanchis à la chaux. Ma chambre n'avait pas changé non plus, sauf que cette fois, quand j'ouvrais l'armoire mangée par les vers et que je vis les mêmes 4 cintres en fil de fer suspendus à la tringle, je leur trouvais un air abattu, un air d'humain aux épaules tombantes. Je me lançais dans des rituels familiers aux voyageurs solitaires, ainsi que je l'avais fait si souvent dans ma vie. Démêler les câbles et enfoncer difficilement l'adaptateur européen à 2 broches dans la prise. Allumer mon ordinateur, mettre mon téléphone à recharger, déposer sur le petit bureau les 2 livres et l'unique calepin que j'avais apporté avec moi. D'abord, l'exemplaire lu et relu de L'amour et autres démons, puis Un hiver de Majorique de George Sand, un récit de l'hiver qu'elle avait passé à Majorique avec son amant Frédéric Chopin et les 2 enfants de son premier mariage. Le calepin, lui, était étiqueté Pologne 1988. Il était sans doute plus romantique de le qualifier de journal intime, mais je le considérais comme un calepin, peut-être même comme un calepin d'inspecteur de police, parce que j'y amassais sans cesse les indices de quelque chose que je ne pouvais comprendre. En 1888, je prenais des notes en Pologne, mais dans quel but? Je me mis à feuilleter pour réveiller mes souvenirs. Au mois d'octobre 88, on m'avait proposé d'écrire sur un spectacle dirigé par la célèbre actrice polonaise Zofia Kalinska, qui était très souvent collaborée avec Tadeusz Kantor, le metteur en scène, peintre et auteur. Mon calepin s'ouvre à l'aéroport de Londres Heathrow. Je suis dans un avion de la compagnie LOT en partance pour Varsovie. Puis, presque tous les passagers fument sur cigarettes et l'hôtesse de l'air ont les cheveux teints en blond platine. Quand ils poussent leur chariot dans le couloir pour proposer aux femmes forcenées un gobelet en plastique gris rempli d'une boisson sans alcool, impossible à identifier, du jus de cerise, elles ressemblent à des infirmières belliqueuses distribuant leurs médicaments à des patients récalcitrants. J'ai utilisé cette scène dans un roman que j'ai écrit 2 décennies plus tard, Les hôtesses de l'air et de la compagnie LOT, transformées en infirmières venues de Lituanie, d'Odessa et de Kiev, pour administrer des électrochocs aux patients d'un hôpital du Kent en Angleterre. C'est pour ce roman, apparemment, que j'ai amassé des indices, 20 ans avant de l'écrire pour de bon. Puis mon carnet me dit que je suis dans un train à Varsovie, voiture 5, place 71, en direction de Cracovie où vit Zofia Kalinska. Je suis content que le nom ne soit pas si compliqué. Là, je suis témoin d'une scène qui aurait facilement sa place dans un des spectacles de Cantor. Un soldat dit au revoir à 3 femmes, sa sœur, sa mère et sa petite amie. D'abord, il embrasse sa mère sur la main, puis il embrasse sa sœur sur la joue, enfin il embrasse sa petite amie sur la bouche. Jusqu'ici, tout est logique. Je note aussi que l'économie polonaise s'effondre, que le gouvernement a augmenté le prix des denrées alimentaires de 40 %. C'est encore le cas maintenant au Québec. Qu'il y a eu des grèves et des manifestations dans les usines de sidérurgie et d'aciérie de Nowa Huta, ainsi que les chantiers navals de Gdansk. Gdansk, moi je dis Gdansk.
S'il y a des Polonais qui me suivent, hein, corrigez-moi, mais bon, ça me surprendrait. Il semble que ce qui m'intéresse dans mon calepin inspecteur, ce sont ces baisers échangés en pleine catastrophe politique. Je suis à Cracovie. Zofia Kalinska porte 2 colliers de chaman lors des répétitions de sa pièce, l'un en turquoise marbré, l'autre en armoise. J'apprends que l'absinthe est fabriquée à base d'armoise. Les Égyptiens ne trempaient-ils pas de l'armoise dans le vin pour s'en servir comme remède contre diverses maladies? J'ai lu quelque part que l'absinthe, avec son mélange capiteux de fenouil et d'anis vert, était donnée aux troupes françaises au début du 19e siècle pour prévenir la malaria. Les soldats revenaient en France avec un penchant pour la fée verte s'ils n'étaient pas piqués par des moustiques. Une toute autre créature ailée les avait mordus et ils hallucinaient allongés sur leur lit de camp. J'écris qu'il me faut interroger Zofia pour ses colliers. Sur ses colliers. Elle a une petite 60aine d'années et a joué dans la plupart des productions de théâtre d'avant-garde européens, dont la classe morte de Cantor, dans laquelle des personnages apparemment morts sont confrontés à des mannequins qui leur rappellent leurs rêves de jeunesse. Aujourd'hui, Zofia a quelques indications à donner à ses acteurs d'Europe de l'Ouest. Deux petites choses. La première, ce roman-là, je dois le lire, pas pour une production écrite, mais pour une table ronde, donc je vais devoir en parler et non en écrire. Et deuxième, je vais faire une critique bientôt, parce que là, on parle d'une pièce de théâtre. Ben, je vais en voir une pièce de théâtre dimanche, 15 Dogs, fait que je vais vous faire une critique de ça la semaine prochaine. Et oui, évidemment, Princess Peach Showtime, ça va avoir un jour, vous inquiétez pas. Il reste juste un monde. La forme ne doit jamais dépasser le fond, surtout en Pologne. Cela a à voir avec notre histoire, la répercussion, les Allemands, les Russes. Nous avons honte parce que nous avons tellement d'émotions. Au théâtre, il faut utiliser l'émotion avec précaution. Il ne faut pas imiter l'émotion. Dans mes spectacles qu'on a qualifiés de surréalistes, il n'y a pas d'émotion surréaliste. En même temps, nous ne faisons pas de théâtre psychologique. Nous n'imitons pas la réalité. Elle dit à une jeune actrice de parler haut. Parler haut, ce n'est pas parler plus fort. C'est se sentir autorisé à annoncer un désir. On hésite toujours quand on désire quelque chose. Dans mon théâtre, je préfère montrer l'hésitation plutôt que de la cacher. Une hésitation n'est pas la même chose qu'une pause. C'est une tentative de rejeter le désir. Mais quand vous êtes prêt à vous saisir de ce désir et à mettre des mots dessus, alors même un murmure, les spectateurs l'entendront. Lui vient ensuite une idée. Elle dit que le costume de l'actrice qui joue Médée ne va pas du tout. Médée a assassiné ses enfants. Elle devait donc porter une robe dans laquelle un trou a été découpé au niveau du ventre. Zofia explique que c'est une image poétique, mais que l'actrice ne doit pas dire son texte de manière poétique. Je me suis aperçu que pendant une grande partie de ma vie, j'ai cheminé dans mon écriture avec les indications de Zofia. Le fond devrait passer la forme. Oui, c'est un conseil subversif pour une autrice telle que moi qui avait toujours expérimenté avec la forme, mais c'est un mauvais conseil pour une écrivaine qui n'a jamais expérimenté avec la forme. Et ce n'est pas un conseil à donner à une écrivaine qui ne s'est jamais demandé ce qui arriverait si le soldat de Varsovie embrassait sa mère sur la bouche et sa petite amie sur la main. Et c'est vrai, il n'existe pas d'émotion surréaliste. Son autre message était que l'émotion qui terrifie toujours l'avant-garde flegmatique passe mieux avec une voix glaciale. Quant aux stratégies qu'un auteur de fiction pourrait mettre en place pour déployer les façons dont ses personnages s'efforcent de rejeter un désir qu'il éprouve depuis longtemps, pour moi, tout l'intérêt de l'écriture réside dans l'histoire de cette hésitation. J'ignorais pourquoi j'avais apporté le calepin polonais à Majoric. À vrai dire, non, je le savais. Au dos de la couverture, j'avais recopié à la hâte 2 menus polonais que j'avais demandé à Zofia de me traduire. Bortsch blanc avec œufs durs et saucisses, ragoût traditionnel du chasseur accompagné de sa purée, boisson non alcoolisée. Ou soupe traditionnelle polonaise au concombre, feuilles de chou farci et purée, boisson non alcoolisée. J'ai utilisé ces mêmes menus dans Sous l'eau, le roman que j'écrirais que 20 ans plus tard, celui où les hôtesses de Lot étaient transformées en infirmières d'Odessa, mais je ne voulais pas y penser. Wow, attends, déjà on a un brisage de 4e mur pour un foreshadowing. Donc c'est un double truc quand même stylé. Je refermais le calepin. Au bout d'un moment, je reposais sur le petit bureau et repousserais la chaise. À 8 heures le lendemain matin, alors je me réveillerais. J'entendis Maria crier sur mon frère qui criait sur la femme de ménage. J'avais oublié que tout le monde criait dans le sud de l'Europe, qu'on claquait les portes, que les chiens aboyaient en permanence et que depuis la vallée nous parvenaient les éternels bruits de marteaux pour la construction de murs de pierre, la répartition d'apprentis, de clôtures et de poulaillers. Autre son, un son si étrangement familier que je voulus m'efforcer les doigts dans les oreilles pour l'étouffer.
Alors que je descendis sur la terrasse pour le petit déjeuner, j'entendis une femme sangloter. Je n'avais pas envie d'entendre que certains de ces étaient plus longs que d'autres et qu'ils portaient le chagrin sur toute la longueur du souffle. Les sanglots provenaient du débarras jusqu'au-dessus de la terrasse, la pièce où étaient rangés balais et serpillères. Maria pleurait, le visage enfoui dans ses bras croisés sur la machine à laver. Elle me vit me diriger vers une table et lui tourner le dos. 10 minutes plus tard, elle arriva avec le petit déjeuner sur un plateau d'argent. Ramequin de yogourt et miel sombre fait maison. Pain chaud. Petit pain chaud, grande tasse d'un café savoureux et son lot de lait. Verre d'eau et de source agrémenté de rondelles de citron et de 2 abricots frais. En déchargeant son plateau, Maria ne me posa aucune question sur ma vie à Londres et je ne m'en posais aucune sur la scène à Majorique. Je m'assurais de la regarder le moins possible, mais je gardais à l'esprit que j'étais une détective amassant des indices pour quelque chose que ni elle ni moi ne pouvions comprendre. Je comprends, je lis un livre en français, mais il y a une madame britannique et une madame espagnole. Ah oui, des fois le vent, des fois on entend le bruit du vent, donc désolé. Puis des fois j'ai les cheveux d'en face, ça ne change rien sur ma lecture. Si vous trouvez ça drôle, ok. Maria était une de ces rares femmes dans ce village catholique qui ne soit ni mariée ni mère. Peut-être se méfiait-elle de ce rituel parce qu'elle savait qu'il finirait par l'exploiter. Quoi qu'il en soit, elle avait manifestement d'autres sortes de projets en tête. Elle avait conçu le système d'irrigation qui alimentait le verger d'agrumes. Et bien sûr, on lui devait aussi l'atmosphère de cet hôtel calme au tarif abordable. S'il attirait toujours les voyageurs solitaires, il se pouvait que Maria ait tranquillement et sournoisement construit un lieu qui soit un refuge pour échapper à la famille F majuscule. Un lieu qui soit aussi chez elle, son frère vivait ailleurs avec sa femme, mais un chez elle qu'elle ne possédait pas complètement. Toutes les questions financières étaient gérées par son frère. En attendant, Maria avait parlé sur une vie qui n'incluait ni les rituels de mariage, ni ceux de la maternité. Alors que je mordais dans la chair orange et sucrée de l'abricot, je me surpris à penser à ces femmes, les mères qui avaient attendu avec moi dans la cour de l'école de récupérer nos enfants. Devenues mères, nous étions plus que l'ombre de nous-mêmes, pourchassées par celles que nous avions été avant d'enfanter. Nous ne savions pas trop quoi faire d'elle, cette jeune femme farouche et indépendante qui nous suivait partout, hurlant et pointant du doigt pendant que nous manœuvrions nos poussettes sous la pluie anglaise. La pluie anglaise, hein, très connue. Nous tentions de lui répondre, mais nous n'avions pas les mots pour lui expliquer que nous n'étions pas des femmes ayant simplement acquis des enfants. Nous nous étions métamorphosés, nouveau corps alourdi, poitrine gonflée de lait, hormonalement programmés pour acquérir au moindre pleur de bébé, en quelqu'un que nous ne comprenions pas vraiment. Et pourtant, la fertilité féminine et la période de la grossesse constituent aujourd'hui encore non seulement un pôle de fascination pour l'imaginaire, mais aussi un refuge du sacré. Peut-être mère aujourd'hui nous confronterait aux survivants du sentiment religieux. Julia Kristeva, colloque, Être mère aujourd'hui, 2005. Ah, la meilleure année, l'année où je suis né. L'année du né. La mère était la femme que le monde entier avait imaginée à mort. Il s'apparaissait très difficile à renégocier le fantasme nostalgique qu'avait le monde sur le but de nos existences. Le problème était que nous aussi, nous avions des rêves, tous plus fous les uns que les autres, concernant ce que cette mère devait être, et que nous étions affligés du désir de ne pas être décevantes. Nous ne comprenions pas encore vraiment que la mère, telle qu'elle était imaginée et politisée par le système sociétal, était une illusion. Le monde aimait l'illusion plus qu'elle n'aimait la mère. En attendant, nous culpabilisons de dénoncer cette illusion au cas où la niche, construite sur nos chers petits et nous-mêmes, s'effondrerait autour de nos baskets crottées. Baskets sans doute fabriquées par des enfants esclaves dans des ateliers clandestins aux 4 coins du globe. Hein? Made in China. Tout ça était fort mystérieux car j'avais l'impression que le moindre des hommes et de ses arrangements politiques qui ne bénéficierait jamais ni aux enfants ni aux femmes était en fait jaloux de notre passion pour nos bébés. Comme tout ce qui implique de l'amour, nos enfants nous rendaient heureuses au-delà de toute mesure et aussi malheureuses, mais nous ne mettaient jamais dans un état aussi déplorable que le faisait le néo-patriarcat du 21e siècle. Ce dernier exigeait de nous d'être passives mais ambitieuses, maternelles mais pleines d'une énergie érotique, dans le sacrifice mais comblées. Nous devions être des femmes modernes et fortes, tout en étant soumises à toutes sortes d'humiliations, tout économiques que domestiques.
Si nous passions la plupart de notre temps à culpabiliser sur tout, nous n'étions pas certaines pour autant de savoir ce que nous avions fait de travers. Il s'était produit quelque chose d'étrange dans la façon dont un certain groupe de femmes que je croisais dans la cour de l'école recouraient au langage. Ils employaient des mots puérils, mais aussi intéressants que ceux inventés par les enfants. Des mots comme dodo, lolo, mimi, youpi, choupi, chouchou, ouin ouin. Par ailleurs, elles instauraient une distance gênée entre les mères de classe ouvrière qu'elles traitaient de prolotes et elles-mêmes. Les prolotes de la cour avaient moins d'argent, moins d'éducation et mangeaient plus de chocolat et de chips, entre autres gourmandises. Elles prononçaient des phrases telles que « Oh mon Dieu, je ne sais pas où me fourrer ». Dans la balance, je trouverais cela plus excitant qu'un vocabulaire puéril. « Oh mon Dieu, je ne savais pas où me fourrer ». Si les « Oh mon Dieu » faisaient écho à William Blake, le langage qui sortait de la bouche des femmes Mimi, Youpi, Choupi les rapetissait au lieu de les grandir. J'ai écouté ces mères hébétées parce que je savais que nous étions étreintés et que nous faisions de notre mieux dans la nouvelle niche que le système sociétal nous avait allouée. Ce qui, à mes yeux, nous rendait tout un peu bizarres. Adrienne Rich, que je lisais à l'époque, a dit les choses telles qu'elles sont. Aucune femme n'a vraiment voix au chapitre dans les institutions engendrées par la conscience masculine. C'était ça le truc bizarre. Il m'apparaissait clairement que la maternité était une institution engendrée par la conscience masculine. Cette conscience masculine était l'inconscience masculine. Elle avait besoin de ses partenaires féminines, également mères, pour écraser les désirs des femmes et que celles-ci se consacreraient aux désirs des hommes, puis à ceux du reste de leur entourage. Nous avions entrepris d'annihiler nos propres désirs et nous nous sommes découvert un talent certain dans ce domaine. Nous avons donc investi beaucoup d'énergie à créer un foyer pour nos enfants et nos hommes. La maison, c'est la maison de famille. C'est pour y mettre les enfants et les hommes, pour les retenir dans un endroit fait pour eux, pour y contenir leur égarement, les distraire de cette humeur d'aventure, de fuite qui est là, depuis les commencements des âges. Quand on aborde ce sujet le plus difficile, c'est atteindre le matérialisme, sans aspérité, qui est la pensée de la femme autour de cette entreprise démente qui représente une maison, celle de la recherche du pont de ralliement, chacun aux enfants et aux hommes. Le lieu de l'utopie même, c'est la maison créée par la femme, cette tentative à laquelle elle ne résiste pas, à savoir d'intéresser les siens, non pas au bonheur, mais à sa recherche. Marguerite Duras, La vie matérielle, 1987. Personne ne l'a exprimé de manière plus impitoyable ou plus aimable que Marguerite Duras. Ah, c'est le fun, on parle d'une autrice qu'on vient de lire. Ah, la production écrite a bien allé. J'ai fait 1039 mots alors qu'il fallait en faire 800. De toute la philosophie et de toute la théorie critique féministe que j'ai lue, rien ne touche plus juste. Marguerite portait des lunettes surdimensionnées et avait un ego surdimensionné. On le sait bien. Son ego surdimensionné l'aidait à réduire en bouillie les illusions concernant la féminité sous les semelles de ses chaussures, qui étaient plus petites que ses lunettes. Quand elle n'était pas trop saoule, elle retrouvait l'énergie intellectuelle pour passer à l'illusion suivante et à la réduire, elle aussi en bouillie. Quand Rouel parlait du pur égoïsme comme une qualité nécessaire à un écrivain, il ne pensait peut-être pas au pur égoïsme d'une écrivaine. Même la plus arrogante des écrivaines doit mettre les bouchées doubles afin de se constituer un ego assez robuste pour lui permettre de survivre au premier mois de l'année, alors survivre jusqu'au dernier. N'en parlons pas. L'ego durement gagné de Duras me parle à moi, en toute saison. Une femme et un homme, c'est quand même différent. La maternité, c'est pas la paternité. Dans la maternité, la femme laisse son corps à son enfant, à ses enfants. Ils sont sur elle comme sur une colline, dans un jardin, ils la mangent, ils tapent dessus, ils dorment dessus et se laissent dévorer et elle dort parfois tandis qu'ils sont sur son corps. Rien de pareil ne se produira dans la paternité. Mais peut-être que la femme sécrète son propre désespoir tout au long de ses maternités, de ses conjugalités, qu'elle perd son royaume dans le désespoir de chaque jour, cela au cours de sa vie, de toute sa vie. Que ses aspirations de jeunesse, sa force, son amour s'écoulent d'elle par justement les plaies faites et reçues dans le plus pure légalité. Peut-être que c'est ainsi que la femme relève du martyre, que la femme complète épanouie dans la démonstration de son savoir-faire, de sa sportivité, de sa cuisine, de sa vertu, elle est à jeter par les fenêtres. Marguerite Duras, La vie matérielle, encore 87. Marguerite Duras suggérait-elle que les femmes tiennent plus de la banlieue bien éclairée que du continent noir? Si la maternité est le seul signifiant féminin, nous savions que le bébé sur nos genoux, à supposer qu'il soit en bonne santé et qu'on s'occupe bien de lui, finira forcément par se détourner de notre sien
de notre sein, ira voir ailleurs. Il ira voir quelqu'un d'autre. Il ira voir le monde et en tombera amoureux. Certaines mères deviennent folles parce que le monde qui les a fait se sentir inutiles est le monde qui les a fait sentir dont leur enfant tombera amoureux. Merde, j'ai mal lu, pardon. Certaines mères deviennent folles parce que le monde qui les a fait se sentir inutiles est le monde dont leurs enfants tomberont amoureux. La banlieue de la féminité n'est pas un endroit où il fait bon vivre. De même qu'il n'est pas sage de chercher refuge auprès de nos enfants parce qu'ils sont toujours tendance à courir le monde pour y rencontrer quelqu'un d'autre. Oui, j'ai souvent rappelé à mes filles pour remonter la fermeture éclair de leur manteau. Je savais pourtant qu'elles préféraient le froid et leur liberté. Beaucoup d'hommes ont déclaré que j'aurais refusé toute valeur au sentiment maternel et à l'amour. Non. J'ai demandé que la femme l'ait vécu en vérité et librement, alors que, souvient-il, lui serve d'alibi et qu'elle s'y aliène au point où l'aliénation demeure, le cœur et s'est entari. Simone de Beauvoir, La force des choses, tome 1, 1963. Simone de Beauvoir qui est de la même style littéraire que Sartre. J'ai commencé à envisager les youpies ouin-ouin de la cour d'école comme des squelettes vêtus de cardigans pastel aux boutons cousus de séquins. Les « Oh mon Dieu », elles, étaient des squelettes en jogging. Nous étions tous mal à l'aise dans le système sociétal qui divise la cour de manière scientifique et bête en squelettes riches et squelettes pauvres. Une mère de ma connaissance avait des yeux si petits que ses camarades youpi-choupi les auraient sûrement qualifiés de rikiki. C'était pas tant dû à leur politesse qu'à l'impression qu'ils donnaient de vouloir disparaître dans sa tête. À chacun de mes passages dans la cour, je m'efforçais de ne pas la dévisager, mais impossible de me retenir. Quand mes minuscules Judas tentaient de se dérober à mon regard, c'était généralement parce qu'elles insistaient sur le fait que son mari charismatique mais tyrannique était l'amour de sa vie. En fait, elles avaient envisagé sa vie contre cet amour. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais pensé « Voilà, ne jamais confondre la haine avec l'amour ». À croire qu'elle s'était dit par la voix de la conscience masculine qu'elle imitait même, sans même pouvoir l'habituer, qu'elle n'avait aucune patience pour les imbéciles, moi, et qu'elle défendrait certaines valeurs. Le plus déconcertant était qu'elle devait élever ses enfants sans l'aide de son mari, ou presque, mais qu'elle se sentait autorisée à se moquer des mères célibataires à l'autre bout de la cour et de les juger. Sa façon de jouer les porte-paroles des valeurs et des normes définies par son mari exprimant moins la folie que l'affolement, elle n'était pas particulièrement aimable, mais j'ai commencé à la considérer comme une prisonnière politique. Si ses yeux voulaient disparaître dans sa tête, c'était, me semblait-il, parce qu'elle refusait de voir que la réalité qu'elle avait choisie pouvait tout aussi bien la massacrer. Qu'en était-il de mes propres yeux? Mes yeux qui se remplissaient de larmes sur les escalators essayaient de ne pas se fixer sur tout ce qui allait de travers dans ma vie. Les « Oh mon Dieu », ils ne savaient pas où se fourrer. Quoi qu'il en soit, je ne regardais pas Maria qui, à cet instant, était en train de balayer la cour en me tournant le dos. J'ai décidé de me rendre dans l'épicerie du village à la recherche de ce cacao pur qui avait tellement enivré Bernarda Cabrera, l'épouse fictionnelle et dévoyée. Étrangement, je la trouvais là, devant moi, au milieu des autres tablettes de confection plus ordinaires, trônait du chocolat... Il y a le N-word. Les 3 livres, il y a le N-word. Trônait du chocolat Negro extra fino, cacao 99%. Et ingredientes, cacao azúcar, donc cacao et sucre. L'emballage m'adressait même une mise en garde au sujet de l'intensidad de ce chocolat, l'intensité. Le propriétaire de l'épicerie était un Chinois distingué originaire de Shanghai. Oh putain, chaque livre a un lien avec l'autre. Là, il y a un Chinois comme dans la main, putain. Donc là, il n'est pas à Vinlong, il est à Shanghai. Depuis le temps que je le connaissais, je ne l'avais jamais vu ailleurs qu'occupé à lire des livres derrière la caisse, des lunettes à monture en écailles de tortue perchées sur son nez à mi-hauteur. Je remarquais que sa chevelure noire était désormais striée d'argent tandis que nous échangions quelques rapides salutations. « Comment allez-vous? »« Non, pas trop de touristes à cette période de l'année. Oui, il fait très froid. La météo annonce même qu'il pourrait neiger. Qu'ai-je prévu de faire aujourd'hui? » Je lui dis que j'allais me prendre à pied au village d'à côté pour me voir le monastère où George Sand et Frédéric Chopin avaient séjourné durant l'hiver 1838-1839. Il affichait un sourire plutôt grimaçant. Ah oui, George Sand. Les majoricains ne l'aimaient pas. Elle s'habillait comme un homme. Ah, George, c'est une femme.
OK. Il s'habillait comme un homme. Il racontait que les Majoricains préféraient leurs cochons aux gens. Non, George Sand n'était pas une femme avec qui il aimait partager une bouteille de vin. Je ris sans trop savoir sa- à- sans trop savoir à quoi ni de qui. Je lui payais le chocolat, puis réflexion faite, j'achetais une seconde tablette à 99% de cacao pour Maria. George Sand, qui en réalité se prénommait Amandine Aurore Lucille, qui fait déjà plus féminin, fumait de gros cigares pour passer le temps. Elle en avait eu bien besoin pour supporter de vivre dans la sombre chartreuse de Jésus de Nazareth. En bois tapis dans les alcôves, le monastère paraissait plutôt sinistre comme endroit où séjourner avec des enfants et où vivre une histoire d'amour. Le guide m'efforça qu'elle n'avait pas eu d'autre choix car personne n'osait revoir Chopin, à qui on avait diagnostiqué une tuberculose. J'admirais cette femme qui tâchait de rester joyeuse pour ses enfants et écrivait à son bureau en portant le pantalon de Chopin plutôt que de gâcher sa vie à pleurer sur son sort. Gardant tout cela à l'esprit, je quittais le monastère d'un pas énergique et cheminais au milieu des amandiers vers la mer argentée, rugissante et déchaînée au pied des falaises. Alors que les vagues se fracassaient sur les rochers et que le vent m'anéantissait les doigts, j'attendais que quelque chose se passe. Je crois que j'attendais une révélation, quelque chose de grand et de profond qui m'ébranlerait jusqu'au tréfonds de l'homme. Il ne se passa rien. Puis je repensais au poster de ma salle de bain isolée de Skeletal System que j'ai rebaptisé de Societal System. Je repensais également au piano silencieux qui se dressait dans la grande salle de Maria, un piano épousseté, tous les jours, même si personne n'en jouait. Je ne sais pas pourquoi ce détail me préoccupait, mais il avait attiré mon attention. À vrai dire, j'avais même tout fait pour ne pas le regarder en descendant les escaliers ce matin-là. Je pensais à tous mes espoirs et je ris. Le son de mon rire cruel me donnait envie de mourir. Plus tard, ce soir-là, quand je demandais au frère belliqueux de Maria une couverture supplémentaire pour m'aider à survivre à une autre nuit glaciale à Majorique, il fit semblant de ne pas me comprendre. Je sentais l'odeur de feu de cheminée dans toute la vallée et il m'apparaissait évident qu'une cheminée était allumée dans chaque maison. L'unique restaurant ouvert hors saison aurait forcément lui aussi des bûches en train de se consumer au fond de sa salle, alors que j'ai décidé de m'y rendre. Quand la serveuse me dit que c'était hors de question que je m'installe seul à une table de trois, je suivis l'exemple du frère de Maria et fis semblant de ne pas comprendre. Cela incita le couple d'Allemands assis à côté et affublés de chapeaux, manteaux et chaussures de marche assortis à traduire ce qu'elle disait en allemand, en portugais et finalement dans une langue qui ressemblait à du russe. Je reportais absolument toute mon attention sur le menu, acquiesçant d'un air embêté en direction de la serveuse furieuse et des fervents linguistes, jusqu'à ce que je remarque l'épicier chinois assis au bord. Il agita la main et se dirigea vers ma table de trois. Alors, me demanda-t-il, étais-je toujours d'avis que les Majoricains avaient eu de la chance de rencontrer une femme lubrique et malpolie comme George Sand? Je lui réponds que oui, ils avaient eu beaucoup de chance de la rencontrer comme j'avais de la chance de le rencontrer ici, alors que j'étais sur le point de me faire éjecter de la table située près de la cheminée. Il s'assit et m'expliqua que Georges avait beau avoir été nourri à la délicate cuisine au beurre française, il n'était pas bien de se moquer des paysans de la sorte parce qu'il utilisait de l'huile bon marché. À ces mots, son accent espagnol céda le pas de son accent chinois. Un chinois à l'accent espagnol, ça doit être particulier à voir ça. Comme si sa voix avait décroché brutalement tel un avion pris dans des turbulences. Je l'invitais à partager une bouteille de vin à ma table pour trois. La discussion commença par tourner autour de la soupe. Il m'expliqua qu'il avait plus ou moins oublié comment préparer la soupe chinoise. La soupe tonkinoise. Ils avaient quitté Shanghai il y avait bien longtemps, à l'âge de 19 ans. Il avait embarqué sur un bateau en route pour Paris, où il travailla dans une poissonnerie. Son meublé du 13e arrondissement sentait toujours le crabe et la crevette qu'il cuisinait presque tous les jours. Cela rendait son propriétaire perplexe car il disait que cette chambre sentait plutôt l'urine, d'habitude, comme si c'était un prérequis à Paris. L'Europe était mystérieuse et affolée. Il avait dû apprendre une nouvelle langue et gagner de quoi payer son loyer, mais c'était le début d'une autre façon de vivre à son exaltation, et son exaltation ne retombait pas. Aujourd'hui, il vendait des calzones et des saucisses grillées à des touristes et il était plus riche. Mais il se demandait à quoi d'autre il pouvait aspirer. Je crois qu'il me posait une question, mais je ne voulais pas y répondre. Il prit une petite gorgée de vin et reposa le verre délicatement, presque chirurgicalement sur la table. Puis il leva la main et me tapota le bras avec ses deux doigts. Vous êtes écrivaine, n'est-ce pas? C'était une question un peu biaisée parce que quelques années plus tôt, je l'avais aperçu en train de lire un de mes livres derrière les fromages dégoulinants mis en avant pour les touristes sur le comptoir de son magasin.
Il savait que j'étais écrivaine et me demandait donc ce qu'il voulait vraiment savoir. Je devinais qu'il m'interrogeait sur autre chose. Je pensais que moi aussi, je m'interrogeais sur autre chose parce que je n'étais toujours pas plus avancé sur la raison qui me faisait pleurer sur les escalators. Alors, quand il dit « Vous êtes écrivaine, n'est-ce pas ?» Ce qu'il m'a paru, ce fut une fois de plus le poster du squelette dans ma salle de bain. Décidément, il est important ce poster-là. Je n'étais pas persuadé que mon squelette ait trouvé un moyen de se déplacer librement dans le système sociétal. Pour commencer, se retrouver seul le soir dans un restaurant vide et pouvoir s'asseoir à une table s'était révélé plutôt épineux. Si j'avais été George Sand, j'aurais jeté mon mégot de cigare par terre, me serais assise à une table de 6 et aurais commandé d'une voix forte un cochon de lait et une grande bouteille de leur meilleur vin rouge. Mais ce n'était pas le genre de spectacle que je voulais donner. La nuit précédente, quand j'avais pénétré dans la forêt à minuit, c'était ce que j'ai toujours voulu faire. Je m'étais perdu parce que j'avais raté l'embranchement qui conduisait à l'hôtel, mais je crois que je voulais me perdre pour voir ce qui allait se passer. Je n'avais toujours pas répondu à la question de l'épicier. Vous êtes écrivaine, n'est-ce pas? Ce printemps-là, alors que ma vie était très compliquée et que je ne voyais tout bonnement pas vers quoi tendre, il m'était impossible de dire oui, ou même d'acquiescer. J'imagine que mes pensées m'embarrassaient. De toute façon, la réponse aurait été trop longue. Cela aurait donné quelque chose de style quand une écrivaine met un personnage de femme au cœur de son enquête littéraire ou d'une forêt, et que ce personnage commence à projeter de l'ombre et de la lumière partout, elle devra trouver un langage qui lui apprenne en partie à devenir un sujet plutôt qu'une illusion, et qui démêle d'autre part les diverses façons dont elle a tout d'abord été assemblée par le système sociétal. Elle devra se montrer ingénieuse dans cette entreprise car il faudra affronter beaucoup de ses propres illusions. En fait, il vaudrait mieux qu'elle se montre ingénue à l'instant de se lancer. C'est déjà assez dur d'apprendre à devenir écrivaine, mais apprendre à devenir un sujet, c'était épuisant. Je ne savais pas comment raccrocher ces pensées à une part de moi, ne voulant pas passer une seconde supplémentaire à repenser à tout ça. Je les laissais donc en suspens comme une vague qui attend de retomber et je n'avais toujours pas répondu à l'épicier. Il me tapota le bras une fois de plus, puis il me servit en vain. Il avait le regard clair et gentil. Il m'invitait à parler et je devinais qu'il penchait davantage vers une version plus longue qu'un oui, un non, un ou un haussement d'épaule. Je me dis que je n'avais rien à perdre à lui raconter que je pleurais sur les escalators. Il dit, écoutez, vous savez que je parle espagnol et que je parle aussi français, mais mon anglais n'est pas formidable. Est-ce que vous parlez chinois? Non. Est-ce que vous parlez français ou espagnol? Non. Pourtant, c'est écrit en français. Hein? Pourquoi, vous autres Anglais, vous ne parlez jamais aucune autre langue étrangère? C'est vrai, dis-je. Mais est-ce que vous savez que je ne suis pas tout à fait anglaise non plus? Il fut surpris et la serveuse au regard féroce et rugissant, qui nous écoutait discrètement un peu plus loin, eut l'air surprise elle aussi. Bien sûr, il me demanda ensuite où j'étais né. Je me mis à parler en anglais à l'épicier chinois, mais je ne suis pas sûr de lui avoir raconté tout ce que vous allez lire maintenant. Ouais, ça c'était l'introduction un peu. Et juste ça, c'était 33 pages et ça a pris 43 minutes. Donc imaginez la longueur pour le prochain chapitre qui dure plus de 60 pages.